Ok. Bonjour Larangé. Salut Fabrice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons discuter de Paulina, de Bastien Vives, et si on a le temps, également de Bastien Vives lui-même. Oui, on peut dire que c'est son chef-d'œuvre, hein. À mon sens, oui, mais je n'ai pas encore tout lu, donc toi Ah. tu as lu un peu, tu as lu Le goût du chlore et Une sœur de sa part, que tu trouves excellent également. Je pense que Paulina est quand même son meilleur. Et sa première œuvre, ça s'appelle Elle. Ouais. C'est bien, c'est dessiné à la Vives, donc c'est bien dessiné, mais c'est plutôt anecdotique. C'est un gars qui suit deux filles dans le métro et tout ça pendant longtemps. Et parce qu'il a flashé sur une des deux filles. Ouais. Et alors, ce qui se passe, qu'ils vont se lier d'amitié, lui et les deux filles, c'est qu'en fait, la copine de la fille sur laquelle a flashé sur lui. Ouais. Et donc, c'est un bête truc amoureux, quoi. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, Bastien Vives n'était pas encore Il devait pas être très âgé non plus, quoi. très connu. Ouais. Non, la vingtaine. Et son deuxième, c'est Le goût du chlore. Ouais. Que je trouve très beau, mais l'histoire est plutôt aussi anecdotique. Oui. Que Ça ressemble même un peu à elle, quoi. Tu pars sur ta côté. Oui, mais je trouve que c'est quand même Non, mieux fait. ouais. Pour en fait tout ce qui est l'histoire racontée visuellement, un peu comme tu as lu, je sais pas si tu l'as déjà lu, le Larsonnet, le dernier Larsonnet. La route? La route. Non, j'ai pas eu le temps de... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont racontées rien qu'avec le dessin. Et en fait, donc, Le goût du chlore, c'est un gars qui va à la piscine avec un ami et qui rencontre une fille qui tombe amoureux de la fille. Donc c'est aussi plutôt anecdotique. Et il y a beaucoup de choses, je trouve, qui sont racontées par le dessin. Ouais. Et en fait, là, par contre, il a tapé dans l'œil d'abord de Moebius, qui a dit un peu que c'était son héritier, quoi. Donc il a vraiment tapé dans l'œil de Moebius. Et tout le monde s'y a intéressé. Et ce qui est comique, moi je trouve que c'est une anecdote un peu comique. Quand Moebius est mort, il y a Bastien Vives et Nicolas de Créchy, notamment, qui étaient invités pour parler de Moebius. Ouais. Et Bastien Vives disait, oui, Moebius me faisait dessiner dans ses carnets personnels. Ah ouais. Et alors Nicolas de Crécy a dit, moi il n'a jamais voulu que je dessine pour... Mais c'est marrant parce que c'est plutôt adapté quand même. De Crécy, je pense, par l'aspect visuel, est un bon héritier de Moebius. Oui, tout à fait. Exactement comme tu l'as dit, Vives, on peut plus voir le rapport par le côté parlant des dessins. Qui sont très expressifs, mais qui ont presque leur histoire à eux en dehors des textes, quoi. Et que là-dessus, par ce côté-là, Vives peut être aussi héritier de Moebius. Donc, c'est deux aspects différents de Moebius, mais qui sont bien représentés. Puisque De Crécy, pour moi, est un des meilleurs sur le côté esthétique, pur. Alors que Vives, même si son esthétique est bien, ce sont des dessins quand même plus... peut-être pas simples, plus minimalistes. Et, mais par contre, virtuose aussi. Mais donc, c'est plus par le côté, justement, vivant presque des dessins même, on peut voir un parallèle avec Moebius. L'histoire donc de la dite Paulina, jeune fille qui est passionnée de danse et qui est assez douée pour commencer les cours ultra exigeants du professeur Bojinski, donc héritier de la danse russe, je pense, ou en tout cas soviétique ou quelque chose comme ça, qui donne des cours ultra rigoureux et qui a une réputation redoutable dans le monde artistique, mais donc toutes les copines de Paulina sont déjà au courant et veulent absolument l'éviter comme prof parce qu'elles se disent il est trop dur, il ne fait jamais de compliments, il casse ses élèves et tout ça. On peut voir presque en y pensant à ce qui est venu après. Donc après Paulina, c'est l'histoire. Je sais pas, tu l'as vu le film Whiplash? Oui, j'ai vu. Mais voilà. Ouais. Pour moi, les deux histoires sont très semblables, mais sont par contre sous deux angles très différents, puisque Paulina montre la relation, on pourrait dire étudiant ou enfant, adulte et professeur ultra exigeant, pareil que dans Whiplash, mais sous l'angle Paulina plutôt positif.
où c'est vu comme c'est extrêmement dur et exigeant, mais ça enrichit la personne et elle en retire quand même parmi les meilleures expériences de sa vie de cette relation. Tandis que Whiplash est l'inverse, est vu sous l'angle aussi étudiant, sous l'angle de point de vue de l'étudiant, mais c'est une relation plus toxique que bénéfique de loin, où c'est l'obsession du professeur qui l'emporte dans le côté, il brise vraiment ses élèves et est prêt à tout pour arriver à un résultat qui est incertain. Et la fin reste ambiguë, donc pas entièrement négatif, mais on voit pendant le film que la dureté et le côté presque traumatisant pour les gens qu'il côtoie, donc le professeur, est beaucoup plus... Enfin, est plus prégnant que, ce que peuvent en retirer les étudiants eux-mêmes, quoi. Donc voilà, là-dessus, c'est une sorte de... C'est deux situations assez proches, en fait, dans comment c'est raconté et aussi dans ce qu'on pourra en penser des personnes. Dans les deux cas, on peut penser que le professeur est un cinglé ou est trop dur, mais l'angle de vue est clairement différent. Ici, j'ai quand même l'impression dans Paulina que Bastien Vives ne juge pas, il laisse aussi le lecteur penser ce qu'il veut, jusqu'à quel point sont bons ou mauvais les personnages, mais comme globalement, vu que c'est quand même le point de vue de Paulina qui en a retiré beaucoup de choses, on le voit quand même, c'est quand même mis de façon un peu bienveillante, quoi. Donc Paulina, elle va grandir, et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que je trouve très bien traité. On commence avec une enfant vraiment purement, et au fur et à mesure une ado, une jeune femme, et sa vie va forcément la conduire à faire d'autres choses que juste la danse, à avoir des relations amicales, romantiques, et à se dégager aussi à un moment du carcan de ce professeur, et de se rendre compte aussi que d'une certaine manière, la vie relâchée, on va dire, ou avec beaucoup plus de permission et tout ça, lui apporte des choses, mais lui fait perdre aussi de la pureté de sa passion de la danse, quoi. Et qu'elle a du mal à s'y retrouver, en fait, dans les autres types de professeurs, dans ce qu'on essaye de lui montrer, de la laisser s'exprimer de façon plus libre. En fait, c'est peut-être pas pour elle, et à un moment, on voit, en fait, cette sorte de... Pareil que dans Whiplash, en fait, de compte rendu. Qu'est-ce que le professeur, qui n'avait pas le droit forcément d'en parler librement avec l'élève à ce moment-là, a pensé de leur relation de l'époque, d'élève-étudiant, et quel a été un peu le bilan de toutes ces années et de toutes ces réussites et échecs, ensemble, pas ensemble, et tout ça, quoi. Tu parlais de faire une comparaison avec Whiplash, quand tu as parlé un peu de comment elle a grandi et tout ça par rapport à sa passion. Est-ce que, pour ceux qui ont aimé, est-ce que tu trouves que c'est un rapport avec la série Le Jeu de la Dame ou pas du tout? Non. Non, okay. Non, parce qu'il y a une différence fondamentale avec Le Jeu de la Dame, c'est que dans Le Jeu de la Dame, la fille est présentée comme un génie absolu, qui elle a besoin vraiment juste un encouragement et une initiation vraiment ultra basique aux échecs, et après elle peut faire tout le reste, quoi. Ok, tant qu'on parle de séries et de films, alors Paulina a été adaptée au cinéma. Oui. Je ne l'ai pas vu, mais... Ça date de quand? Déjà de quelques années. Alors, ce qu'on a pensé Bastien Vives, c'est que l'actrice pour lui était bien, oui, mais que ça restait... c'était trop esquissé, enfin il avait été déçu par l'adaptation, quoi. Il y a eu l'adaptation de Une sœur. Oui. Peut-être plus adaptable, enfin plus facile à... Mais pourtant ça a été adapté, il y a l'intrigue principale est là, ouais, mais il y a des trucs en plus. Il y a tout un côté fantastique, ouais, dans le film qu'il n'y avait pas dans la BD d'origine. Okay. Je sais plus comment, ça s'appelle pas Une sœur, mais j'ai oublié le titre, mais par contre c'est réalisé par Charlotte Lebon, qui est une actrice française, et qui avait commencé comme Miss Météo sur Canal+, un peu comme Louise Bourgeois. Mais il paraît que le film est bien. Là par contre, Bastien Vives a adoré le film, ouais, même si ça s'éloigne... Je pense que l'histoire se prête quand même un peu plus dans le style de film français, hein. Je parle juste, ouais, sur cet angle-là. Et que justement des réussites comme Whiplash en film, c'est pas du tout évident, quoi. Ouais, une histoire comme Paulina est plus difficile peut-être à mettre de façon correcte. Alors la dernière adaptation que je connais, je sais pas s'il y en a eu d'autres, c'est La Grande Odalisque,
Oui. que Bastien Vives a fait avec Rupert et Moulot. Ça, j'ai pas lu non plus. Et je n'ai pas vu le film qu'il a adapté. Et le film s'appelle Voleuse. Ouais. Il est sorti l'an passé sur Netflix, réalisé par Mélanie Laurent, avec Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos. Et les critiques sont très mauvaises. D'accord. Voilà. Okay. Donc il a déjà été plusieurs fois adapté. Oui, donc Paulina, une sœur, elle est voleuse, donc c'est 3 fois adapté. Donc voilà, pour faire le tour des adaptations. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de Paulina sous l'angle graphique ou sous n'importe quel autre aspect? Ben, ça fait déjà un certain temps que je l'ai lu, mais ça m'avait beaucoup plu. Enfin, j'avais trouvé que c'était une œuvre d'art, quoi. Ouais, moi je dirais que c'est plus que plu à l'époque, c'était quelque chose qui... Moi je le juge comme exceptionnel. Dans le BD francophone, il fait partie vraiment des tout meilleurs. Rien qu'avec cet ouvrage-là, tu peux dire que Bastien Vives est exceptionnel dans son rien que par l'aspect graphique, mais par son talent, quoi. C'est vraiment, ça transpire là-dedans. Il a un côté dans le travail noir, entre le noir et le blanc, dans les tons, les couleurs, dans le côté personnage, et justement dans le côté expressif ou non expressif des choses qui parlent en soi, quoi, qui donne qui donne une vie, qui donne vraiment quelque chose où ça exprime en soi déjà beaucoup de choses, alors que parfois tu as vraiment besoin des dialogues pour comprendre de quoi il est question, ou même pour avoir... les dialogues peuvent être bien meilleurs que le côté, l'aspect, on va dire, histoire d'une BD peut être primé. Ici, de loin, le dessin est meilleur, enfin pas meilleur, mais parce que l'histoire est bien faite, mais les dessins sont fantastiques en soi, et peuvent être admirés comme tels, déjà. Mais puis j'avais dit tout à l'heure que c'était une œuvre d'art, donc oui, tout à fait. Donc on est plutôt d'accord là-dessus. C'est globalement une des seules œuvres de Bastien Vives où le thème du sexe, ou le thème adulte, quoi, on va dire, n'est pas très présent, quoi. Ouais, mais... Enfin, là, je vais un peu être une question un peu perverse. Ouais. Mais de voir une petite fille danseuse et tout ça, est-ce que ça pourrait pas exciter les pervers Si, bien sûr. Ouais. Mais je crois que c'est pas absent, hein. C'est là où je dis que j'ai presque... C'est que le thème en soi n'est pas dénué de ça, hein. Et c'est là où on parle, où moi j'ai fait un rapport avec Whiplash, c'est qu'il y a un côté, justement encore plus pour la danse, où tu dois prendre des jeunes filles très très jeunes pour qu'elles aient une chance de pouvoir arriver au sommet parce que le niveau d'exigence est tellement énorme en fait pour arriver à ce que les ballets russes justement sont arrivés à faire dans l'art et dans les choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose de pervers déjà inhérent en fait au fait, pareil que pour les gymnastes, allez, pour les Jeux Olympiques, enfin celles qui vont faire les épreuves gymnastiques, la même chose quoi, ou de natation ou de n'importe quoi, de commencer tellement tôt, ou de tennis, commencer tellement tôt dans le sport qu'il y a déjà quelque chose de façon inhérente qui est pervers là-dedans, parce qu'en gros elles vont grandir avec cette obsession quoi presque, mise par d'autres et développée par d'autres, par des adultes déjà depuis longtemps, et que donc il y a déjà quelque chose de malsain là-dedans. La question se pose déjà je pense, et que c'est difficile d'y répondre, mais je pense que oui, il y a déjà forcément quelque chose d'assez malsain. Ah bah tiens, ça me fait penser, ça ramène un signe noir un peu, qui n'est pas avec... Black Swan avec Nathalie Portman. Oui, ouais. Où on voit la relation avec son réalisateur qui est à la fois dure, mais aussi après ils sont en couple quoi. Qui ne fait que la critiquer, parce que pour lui il veut son spectacle parfait quoi, et qu'elle ça la pousse encore plus loin dans sa folie et tout ça. Donc il y a vraiment, je crois que c'est dans ces domaines-là, c'est absolument c'est impossible de ne pas parler à la fois du côté pression, du côté domination, mais aussi du côté sexuel presque, qui en fait partie ou qui peut en faire partie quoi. Oui, donc oui, je te raison. Oui, mais là que tu parles de Black Swan, je ne me souviens plus de ce détail dans Paulina, mais est-ce qu'il y a aussi le problème de la danseuse des pieds qui s'abîment? Parce que dans Black Swan, il y a pas mal de plans avec les pieds qui sont complètement désarticulés. Oui, ou en sang. Est-ce qu'il y a ça dans Paulina? Je ne me souviens plus. Ah si, elle se fait une entorse à certains moments. Je crois qu'elle est... Ouais, mais c'est pas tous les pieds complètement abîmés. Non, elle a une blessure, quoi, mais pas des pieds complètement abîmés. Elle a pas les pieds déformés, effectivement, des danseuses professionnelles. Non, ça c'est pas abordé. Peut-être profiter de cette vidéo sur la BD pour parler. Donc en septembre-octobre, il y aura une nouvelle revue de BD avec... Tu ne manqueras jamais, pour rien au monde. Avec tout un tas de... C'est le gars qui... Donc ça s'appelle Charlotte Mensuel, je sais pas si je l'ai dit. Et le gars qui sort ça, qui est à l'origine de ça, c'est celui qui est à l'origine des nouveaux Métal Hurlant.
Et dans Charlotte Mensuel, il y aura Bastien Vives, il y aura Michael Sanlaville, donc beaucoup Morgane Navarro, tous des auteurs français qu'on adore, quoi. Et plutôt des auteurs adultes, hein, donc. Oui, et il y aura aussi des auteurs nord-américains qu'on adore, comme Chris Ware, Seth, Daniel Close, Jomat, même s'il est mort, et il y aura des dessins, des BD inédites de Jomat. Oui, et il y aura aussi des auteurs de manga, mais ça j'ai pas réussi à savoir qui y aura, mais sans doute vu le niveau des auteurs français et nord-américains qui proposent dans le manga, ça devrait être bien aussi. Ouais, ça a l'air d'être que des très bons, quoi. Ouais. Ça, donc je conseille à tout le monde d'acheter le premier Charlotte Mensuel pour que ça puisse continuer. Mais revenons à Bastien Vives qui, sous un aspect, je crois que ni toi ni moi, on va lui retirer le fait que c'est un auteur génial sur le plan du dessin. Ouais. Sur ces thèmes, c'est un peu plus discutable et ça a fait polémique il y a 2 ans. Il avait eu en Angoulême qui était avec une exposition à et qui a été annulée. Pour la raison que, en gros, ça a été jugé que certaines de ses œuvres, en particulier Petit Paul, mais s'il y en a d'autres, ont des sous-entendus ou abordent carrément du côté pédopornographique. Petit Paul, je l'ai pas lu, mais dans Les Melons de la colère, c'est déjà présent. C'est déjà art. Et aussi l'autre que j'ai lu, La décharge mentale, également. La décharge mentale est déjà en partie avec des d'ailleurs pédopornographiques, quoi. Les Melons de la colère et La décharge mentale, ça fait partie d'une collection qui s'appelle les BDQ. Donc on lui a demandé de faire du porno, mais on ne lui a peut-être pas demandé de faire du pédopornographique. Non, mais Bastien Vives lui soutient que c'est qu'il est dans de la liberté d'expression, quoi, que c'est clairement du côté artistique et pas délire. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le côté non réel, enfin qui s'éloigne complètement du réel, quoi, que c'est une sorte de fantasme, quoi, ou il y a d'autres noms, enfin je reviens pas sur le truc, mais que voilà, il est dans la fiction totale et que par liberté d'expression, il a le droit de rentrer là-dedans, qui ne pousse personne à ça. Mais malgré tout, je crois qu'il va un peu loin dans Décharge mentale déjà, et dans Petit Paul encore plus. Il y a un côté que je comprends, moi je le blâmerais pas en fait. Personnellement, je l'interdirais pas et je le mettrais même pas comme fautif dans le sens c'est un pervers et un cinglé. Mais par contre, je le verrais comme c'est de mauvais. Enfin là-dessus, je crois qu'il a pas réalisé du tout le côté choquant, vraiment extrêmement choquant de ce qu'il mettait. Et que les critiques sont fondées. C'est-à-dire pour à peu près n'importe quelle personne qui ne connaîtrait pas la BD ou qui ne connaît pas Vives dans la globalité, on peut pas s'empêcher, et à juste titre, de dire que ce qu'il fait pourrait être interdit et et dépasse de très très loin les limites et le bon goût en fait. Pas juste le bon goût dans le sens qu'est-ce qu'on doit montrer à nos enfants, c'est pas ça. C'est plutôt le côté est-ce que ça peut inciter des pervers ou est-ce que ça avec plus de BD comme ça, est-ce qu'on rentre pas dans une normalisation de choses qui devraient jamais être normalisées? Si. Donc, en gros, si on comprend dans l'esprit de Bastien Vives complètement, je ne le blâmerai pas. Mais dans la réalité de ce qu'il a fait, de ces BD-là, je donne raison plutôt aux critiques et je crois qu'il a dépassé les bornes et que les critiques sont fondées et qu'il a complètement déconné. Oui, alors rapidement, pour donner des nouvelles de Bastien Vives, c'est toutes des choses que je n'ai pas lues mais que je vais lire un jour, comme tu sais. Alors, il a déjà fait 2 Corto Maltese contemporains. Alors, il continue à faire des récits sans sexe. Il y a un album qui s'appelle Dernier Week-end quelque chose. Là où il n'y a pas du tout de sexe, ça ressemble un peu à du sauté, genre les choses de la vie ou des trucs comme ça. Ouais. Et alors, là il remue un peu peut-être le couteau dans la pied. Il va sortir, ça s'est pas encore sorti, en une BD, l'affaire Bastien Vives. Où il se justifie. Oui, c'est juste, j'avais vu qu'il y avait ça. Est-ce que c'était en préparation, effectivement. Ouais. Mais bon, pour en finir, on peut dire... Est-ce que tu recommanderais Paulina? Oui, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc je pense que ça c'est lisible par n'importe qui, que ça reste une œuvre à
si on veut bien le comprendre, c'est plus facile pour déjà des grands adolescents ou des adultes, quoi. C'est pas pour enfants comme œuvre. C'est quand même subtil dans la compréhension et est assez ambigu en fait. C'est laissé au jugement des personnes qui le lisent sur qu'est-ce qui a retiré de ça. Mais je trouve que c'est une œuvre magnifique aussi dans le propos. Et que c'est je le mettrais peut-être même meilleur, mais sur le même plan que Whiplash sur le propos, c'est-à-dire ce sont des films qui laissent pas, enfin ici une BD qui laisse pas indifférent et qui fait réfléchir quand même sur justement des sujets qui sont à la fois durs, mais qu'est-ce que c'est l'art aussi. Donc là-dessus c'est encore plus dur de poser un jugement. L'art c'est quelque chose de tellement personnel, quoi. Qu'est-ce que ça représente? Pour chacun ce sera différent, mais là il y a une vision. Et il y a une façon de faire réfléchir sur l'art qui est vraiment intéressante, quoi. Et je rajouterais juste un truc peut-être pour finir. Il y a un autre auteur, donc j'ai lu une BD de lui, qui est une BD plutôt fantastique, je reviens pas sur le nom, ça s'appelle 47 cordes, je pense, et c'est le premier tome, il y aura 2 tomes, de Timothée Boucher, il s'appelle, et il a un dessin qui se rapproche un peu de Bastien Vives. Ouais. L'influence de Vives, je pense, est déjà présente depuis un petit temps, et il y a beaucoup d'auteurs de proche ou de loin, donc certains qui ont travaillé déjà avec lui ou quoi, j'ai l'impression je vais pas dire qu'ils font du sous Vives, mais qui sont influencés dans leur dessin au minimum. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal, quoi. Déjà il est dans son temps, que sa façon de dessiner était assez, pas similaire, mais avait déjà des raccords avec pas mal d'auteurs contemporains à lui, donc des années 2000, à partir de 2010, quoi, 2015 plutôt. Mais je pense qu'il dessine sur ordinateur, en tout cas certaines séries. Ici c'est quand? C'est 2011, ouais, donc c'est à partir de 2010, en gros, aux environs de 2010 qu'il a commencé. Mais même encore maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont développés et qui sont influencés par le style Bastien Vives, quoi. Donc, quel que soit ce qu'on pense de l'auteur, quoi, son influence artistique en fait est déjà très forte sur les auteurs contemporains, quoi. La jeune génération, il y a eu, tu parlais d'Arsenet, Trondheim qui ont leur style à eux et tout ça, je ne parle pas de ceux-là, mais dans les plus jeunes que ceux-là. Je pense que immanquablement il y en a toute une partie, ceux qui font du dessin un peu, qui veulent être dans le côté un peu réaliste du dessin ou dans le côté minimaliste, la plupart vont être influencés par Vives, quoi. Eh bien, merci la rangée.